À 10h10, c'est notre invité habituel du lundi, Frédéric Bérard, avocat, auteur, chroniqueur, tout ce que vous voulez est au bout de Zoom. Salut Fred. Oups. Voilà, tu peux resaluer les gens. J'avais pas ouvert ton micro. Salut Fred. Oui, salut tout le monde. Hey, t'as l'air particulièrement en forme. Est-ce que c'est parce que tu t'es chicané avec Mathieu Bock-Côté ce matin? Non, non, je me chicane jamais avec Mathieu Bocoté. Comment je te dirais, on s'insulte de manière imperméable. C'est poli et politique peut-être plus, hein, c'est ça? C'est pas mal politique, c'est rien de personnel, mais comment je te dirais, tout est politique en quelque sorte. Alors, au-delà des amitiés, c'est important de défendre ce pourquoi on se bat, je dirais, tiens. Est-ce que ça se peut, ça? Parce que moi, c'est quelque chose que, honnêtement, c'est mon grand fantasme professionnel, là, des genres de débats d'idées comme ça, où les gens se respectent foncièrement, où les gens sont contents d'échanger, même s'ils n'ont vraiment pas la même façon de voir les choses, puis même qu'ils ont cette ouverture de se pencher sur la position ou l'opinion d'une autre Mhm. personne qui n'est clairement pas notre position ou notre opinion dans ce cas-ci. Et que ça se passe bien, même si le ton est un peu acrimonieux, même si le ton est un peu plus fort des fois. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça au sein de chroniqueurs dans l'image québécoise publique, disons-le de même? Ben, il y a beaucoup de chroniqueurs qui évitent la chicane, hein, et sont très, très feutrés, prennent pas trop position, c'est très consensuel, convenu. Tu peux pas vraiment te chicaner avec la tarte aux pommes, là, tu sais, rendu là, ça va. Pour d'autres chroniqueurs avec qui on pense, je sais pas, là, avec qui il y a vraiment comment je te dirais, un fossé idéologique important. Là, oui, ça peut se faire avec respect, puis souvent, tu sais, moi, je l'ai fait. J'avais un show à l'époque au métro, j'avais invité. La majorité des gens que j'avais invités, c'est des gens bon, pour lesquels avec lesquels je partageais pas les mêmes opinions. Mhm. Par contre, il y a une limite. C'est ça qui est dommage. C'est quand il y a des gens que tu considères vraiment dangereux, ben là, malheureusement, il y a une cassure parce que, je veux dire, on ne peut pas faire semblant non plus, à moins d'être parfaitement hypocrite. Puis moi, je ne suis pas très bon dans l'hypocrisie, disons ça comme ça. Donc, voilà. Mais La de toute limite, façon, est-ce qu'elle est dans la démagogie ou la fermeture, l'affirmation complète sans ouverture à ce que les autres peuvent dire de différent de nous? Elle est où, ben, cette limite-là? Pour toi, du moins? pour moi, là, puis là, c'est bien personnel, Oui. mais c'est quelqu'un qui est d'extrême droite, comme Mathieu Bocoté, parce qu'il va falloir arrêter de se cacher puis le dire. Si vous faites, par exemple, Mathieu Bocoté, extrême droite, là, il va vous sortir 874 articles en France. En France, on le sait qu'il est d'extrême droite. Il travaille pour CNews, c'est la chaîne de Bolloré. C'est un petit facho. Puis tout le monde le considère comme tel là-bas, puis ça finit là, puis même, c'est rendu qu'il s'assume. Ici, il n'y a pas le même discours, donc fais attention. Pour moi, quelqu'un qui est d'extrême droite, malheureuse, qui prône, par exemple, la rémigration d'immigrants ici, c'est-à-dire vous retournez chez vous, ben moi, je suis pas capable de défendre ça, puis je suis pas capable d'être chum avec un gars comme ça. Ceci dit, par contre, j'ai fait des podcasts de gens très à droite d'un point de vue fiscal, d'un point de vue économique, ce que je ne suis pas. Mhm. Donc, c'est super bien entendu, puis ça, je l'ai fait il n'y a pas plus tard qu'il y a, je sais pas, une semaine ou deux. Je pense qu'on a encore besoin de ce dialogue-là, mais pour certaines affaires, je pense que malheureusement, ça devient impossible. Comme disait un grand auteur français, on ne discute pas de recettes de cuisine avec un andropophage, Oh c'est-à-dire mon quelqu'un qui mange des humains pour ceux qui ne savent pas. mon Dieu! Non, effectivement. Sinon, on les laisse dans leur petit regroupement, puis on attend que la police vienne. Ça, c'est une autre histoire. Frédéric, plein de petits sujets à jaser en fait aujourd'hui. Je vais commencer avec celui du jour, hein. C'est presque une éclipse totale dans l'actualité aussi, cette journée spectaculaire, couverture spéciale pour ce moment historique. Mais on en jasait depuis quelques semaines, puis moi, j'avais un peu levé le drapeau en disant, coudon, est-ce que les centres scolaires ou les écoles souhaitent pas embarquer de manière pédagogique dans l'événement parce qu'ils ont peur de recours contre eux? Est-ce une question d'assurance? Est-ce une question de peut-être se faire ramener justement dans le judiciaire parce que quelqu'un s'est blessé ou autre? Parce que pour moi, il n'y avait pas de raison de ne pas en faire un enjeu pédagogique, de ne pas en faire une journée importante pour la culture ou l'apprentissage scientifique des jeunes. Est-ce qu'il peut en avoir justement des recours contre des centres scolaires s'il y a des fautes pendant cette éclipse-là? Ben oui, hein, il y a aucune personne morale de droit public, par exemple un centre scolaire ou par exemple, je sais pas moi, une municipalité, un hôpital ou autre. Quand vous commettez une faute en droit civil québécois, s'il y a un dommage, puis un lien causal entre les deux, vous pouvez être poursuivi au civil. Maintenant, quel type de faute pourrait y avoir ici? Oui.
Exemple, la prof dit ah, mettez pas vos lunettes, ça c'est des niaiseries. Regardez, Donald Trump, il a fait la même chose, puis il n'est pas mort. Puis là, il y a 30 enfants aveugles après 10 minutes. Là, je pense que oui, il pourrait y avoir un recours. Par contre, s'il y a, je ne sais pas moi, un enfant qui décide d'enlever ses lunettes pour impressionner ses amis ou je ne sais trop, puis il arrive une catastrophe, ben là, évidemment, on n'est pas capable de démontrer la faute de la prof dans ce cas-là, évidemment, à moins là, qu'elle ait vraiment raté là, son obligation de surveillance. Hmm. Mais dans le cas que je présente, je pense qu'il n'y aurait pas de faute à ce moment-là. Donc, par définition, on ne pourrait pas poursuivre. Et moi, ce qu'on m'a dit, Pascal, puis, parce que je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être c'est une activité Oui. pédagogique pour certaines écoles, c'est malheureux pour les autres, mais on m'a dit qu'il y a de moins en moins de sorties scolaires, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est n'importe quoi, basées notamment sur le fait que ah ben c'est dangereux, les trucs de ski, par exemple, des trucs du genre. Alors, je ne sais pas si on m'a raconté un peu n'importe quoi, mais si tel était le cas, ce serait dommage parce qu'il me semble qu'on a appris beaucoup dans notre temps. Ben, je suis plus vieux que toi, évidemment, en tout cas, dans mon temps, avec ce type d'activité. Mais voyons donc. Là, toi, tu me dis ça en ayant entendu des choses, des rumeurs, des palabres, là, OK? Ça vaut absolument rien scientifiquement OK. parlant. Peut-être que tes auditeurs, auditrices pourront confirmer, à savoir Ouais, les qu'il y a parents d'enfants, là, ouais. ouais, il y avait plus d'activités à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Et la raison que moi, on m'a soulevé, c'est notamment du fait que ben, les trucs de sécurité, c'est du trouble, puis on a toujours peur de se faire poursuivre et autres. Je le répète, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça à, je sais pas, une ou deux reprises la semaine passée. Ouais, je suis quand même surprise. Avec la pandémie, je comprends, là, mettons que ça a diminué, mais le nombre d'activités qui étaient organisées, même au parascolaire, c'est-à-dire après les cours ou entre les cours, ont tellement forgé la jeunesse, ont forgé justement le sentiment d'appartenance dans des gangs d'amis, ont pratiqué le social. Ah oui? Moi, ma famille m'a jamais initiée à tout ce qui est sport de glisse, là. Puis c'est par ces activités-là que je me suis intéressée à faire du ski à un moment donné dans ma vie. Mais justement, parce que ta famille t'apporte certaines choses, tes amis aussi, mais tout ce qui est extérieur à tes cercles, parce que tu veux pas être dans une chambre d'écho au-delà de paroles et de discours, mais aussi d'activités. L'école, normalement, avait quand même une bonne base Oui, importante, là. c'est donner la chance aussi à certains enfants de faire des trucs qu'ils ne feraient, ben, c'est un peu ce que tu viens de dire, là, Ouais. qu'ils ne feraient pas pour X, Y raison tout à fait valable. Donc, on égalise un peu les chances, puis on leur fait découvrir des trucs, des activités peut-être impossibles autrement. Mais là, les commentaires commencent à entrer. On dit, oui, les compagnies d'assurance ont beaucoup coupé justement pour ces Ah, sorties-là. Après ça, moi, on m'a dit que le transport pour les sorties avait augmenté énormément et peut-être que ça rendait aussi plusieurs sorties moins intéressantes vu le coût. C'est intéressant, ça. Peut-être aussi pénurie là, pour les chauffeurs justement d'autobus extérieurs au parcours habituel là, hum, qui sont calculés. Une de mes amies ou un de mes amis a une compagnie d'aventure. Il s'est fait barrer ses sorties en kayak, même en eau tranquille pour les jeunes. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'on vient de toucher ouais. là? Quelqu'un d'autre qui dit Allô Pascal, mon fils n'a eu aucune activité scolaire cette année. Il est en secondaire 2. Le fils de ma chum qui a 8 ans a fait 2 ou 3 sorties scolaires, qui est peut-être plus au primaire. Moi, mes enfants ont encore des sorties scolaires. Ils ont été même initiés au ski, à la planche à neige, à la piscine, en éducation physique. Bon, ça doit dépendre des endroits, mais continuez de commenter là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller explorer là. Merci, Frédéric, mais Ouais, je pensais pas partir un débat de société, mais effectivement, là, il y a l'air de, c'est probablement au choix des centres scolaires, de toute évidence. Mais c'est quand on parle de compagnie d'assurance, ça rejoint pas mal ce que j'ai entendu. ah, mais voilà, puis peut-être avec l'éclipse aussi, c'était à revoir. Mais tu sais, si on s'inquiète, si on n'est pas assurable, si on a peur d'une poursuite, ça vient aussi peut-être de l'attitude des parents. Je ne veux pas pointer du doigt personne, mais si quelqu'un voit une poursuite parce que son enfant s'est blessé, moi, 2 de mes amis, à chaque fois qu'ils sortait, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais genre le cheval. J'ai pas vu ça depuis longtemps en éducation physique, là, mais c'était un genre de truc de gymnastique qui s'empilait, des grosses Ouais. boîtes. Là. Puis les 2 fois où on a sorti cet appareil-là en éducation physique, j'ai une amie qui s'est cassé le bras puis une amie qui s'est cassé le nez. Fait qu'il y avait, mais il n'y a jamais eu de poursuite envers l'école ou l'enseignante en éducation physique. Mais à un moment donné, je pense que le cheval est parti. Fait que je sais peut-être qu'il y avait des statistiques là-dessus, mais on était moins justement à cheval sur les poursuites peut-être dans le Oui, temps. oui, c'est pas mal. Écoute, on est. J'aime pas ça parler comme ça parce que ça fait un peu mon oncle, mais je pense que Vas-y, la mon bonhomme. société. Oui, je parle comme un mon oncle, justement, mais je pense que la société s'est fragilisée là, depuis les. Puis c'est correct de vouloir être plus sécuritaire que moins, évidemment.
Mais arrive un moment donné où ça commence à faire beaucoup. Tu sais, dans les exemples que tu donnais, moi, une sortie de ski, il y a un de mes amis qui s'était fracturé le crâne. Tu sais, C'est c'était pas gros, rien, là. là. Ouais. Non, non, mais il aurait pu mourir. Puis je me souviens plus comment ça s'est réglé, si ses parents ont poursuivi la commission scolaire, comme vous appelez à l'époque, ou pas. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas eu de dédommagement parce que faut que tu sois capable, comme je l'expliquais tout à l'heure, de démontrer une faute. Tu sais, si on va faire de la glisse, Hmm. on ne peut pas s'attendre à ce que les profs tiennent chacun un enfant par la main, là, évidemment. Ça vient avec une espèce d'acceptation du risque là, par la force des choses. Puis on signait des décharges, là, je me souviens. Là, mais admettons qu'on allait même au village vacances Valcartier. T'es pas à une tripe de chavirer puis de fracturer quelque chose dans la tornade. Là. Mais on signait des décharges. Puis nos parents, ils comprenaient que si on voulait s'amuser dans la vie, il y avait des risques à tout Ben, aussi. ça fait partie de la vie un petit peu, là, l'acceptation du risque, là, Ouais, malheureusement. ben je comprends. Puis il y a des parents qui écrivent Pascal, nos jeunes n'ont plus le droit de jouer au roi de la montagne, c'est trop dangereux. Moi, je dirais que effectivement, quand j'étais jeune, le roi de la montagne, ça brassait pas mal. Là. Puis Oui. c'était pas une petite tuque en pointe là, qui nous qui nous préfère aller contre une chute sur la tête. Puis la montagne était pas mal haute dans le temps, justement. La souffleuse, Ben, il y avait, mais ça, bon. c'est dans le temps qu'il y avait de la neige et de la glace. Moi, je viens de Oui. Mont-Laurier. Le roi de la montagne, c'est lui qui débarquait, crée-moi qui débarquait sur un moyen temps, là. Non, c'est ça. Puis il fallait être courageux. En tout cas, ça te forgeait le courage. Mais là, c'est ça. On parlait plutôt de l'éclipse un peu ensemble, justement, pour ces recours qu'il pourrait avoir là, si jamais un enfant se blessait durant l'éclipse solaire. Mais tu fais une grande différence entre une enseignante ou un enseignant qui dit mettez pas les lunettes, c'est des niaiseries, ça, et un enfant qui enlève ses lunettes dans le dos de l'enseignant ou de l'enseignante puis qui pourrait se blesser à la rétine. Il y aurait peut-être un petit peu moins de poursuites à y avoir. Fait que peut-être qu'on s'est affolé du côté des commissions scolaires, des centres Ben, oui. scolaires. Là. Oui, puis ça aurait pu être une façon aussi d'éduquer les enfants à l'astronomie, puis leur expliquer les dangers de regarder une éclipse sans lunettes. Tu sais, je sais pas, moi je trouve qu'il y avait une belle occasion de renverser certains discours complotistes, là, disons-le, puis on le voit, là, c'est encore parti aux États-Unis, là, l'éclipse est un complot. Puis, tu sais, on n'en finit jamais. En d'autres termes, de revaloriser la science, Ouais. l'importance de celle-ci dans nos sociétés. Un peu comme mon discours qui existait assez facilement à l'époque, qui n'était pas trop, comment je te dirais, compromis contrairement à aujourd'hui. Mhm, absolument. Puis il y a des parents qui nous disent aussi, qui nous nomment certaines écoles où c'en est une activité pédagogique aujourd'hui. On les salue. Justement, on va parler à Carl Beaulieu de l'école secondaire de la Courvilloise un peu plus tard, qui amène 90 de ses élèves du côté de Saint-Georges. Lui, il a décidé qu'il prenait ça en main. Et peut-être qu'il a fait signer des décharges, je ne sais pas. Mais il y en a des enseignants, justement, qui le voient encore comme un exercice important puis intéressant pour les élèves. Frédéric, je parlais avec toi de Mélanie Joly, à Tout le monde en parle hier, la ministre des Affaires étrangères qui s'est prononcée sur quelque chose d'important. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que quand on décide de prendre une position, d'affirmer publiquement quelque chose en tant que ministre, ben, on représente le pays aussi hein, pour lequel on travaille, dans ce cas-ci, le Canada. Et elle est revenue sur bon, la mort du travailleur humanitaire ici dans la région, la grande région de Québec, disons-le, le Beauceron qui est décédé, Jacob Flinkinger, j'espère que je le dis bien, qui est de Saint-Georges, justement, et qui est un des 7 travailleurs humanitaires qui, bon, malheureusement, péri dans le bombardement israélien. Elle a souligné le fait qu'il était un héros, qu'il a aidé des Palestiniens à se nourrir. Tout le monde est fier de lui, effectivement. Puis, ils ont annoncé qu'ils vont soutenir la famille. Ils vont demander à ce que le gouvernement israélien soit imputable là-dedans. Mais elle a aussi pris la parole en disant que c'est sûr que présentement, bon, il y a peut-être une petite, comment dire, elle n'a pas mis la pédale sur le gaz complètement, mais elle a quand même affirmé que, et je la cite, c'est sûr que présentement, le gouvernement Netanyahou est problématique. Une prise de parole comme ça, là, on se dit, bon, tout le monde en parle. Est-ce que vraiment, là, Israël va écouter Mélanie Joly à Tout le monde en parle? Normalement, ce genre de choses-là se rend quand même aux oreilles hein, à l'international de ceux qui sont visés. Et là, elle est ministre des Affaires étrangères, alors ça peut avoir un pan plus important. Elle a répété qu'il faut un cessez-le-feu pour avoir éventuellement un dialogue, mais il faut également que les otages soient libérés. Donc, il y a une prise de position quand même claire de ce côté-ci. À quoi ça rime en fait finalement, Frédéric, à tes yeux? Ben écoute, je suis certain que Netanyahou n'a pas passé son dimanche soir ou dimanche dans la nuit, dans son cas, à regarder Guillaume Lepage, mais reste que c'est officiel à 1000% qu'on lui a expliqué et traduit les propos de Mélanie Joly. Hein. Ces gouvernements-là ont des antennes absolument partout parce qu'il y a un gros enjeu géopolitique, là, évidemment. Là, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mhm. Euh, et oui, un changement de ton de la part du gouvernement Trudeau. On prend une position plus ferme cette Et, fois-ci, et, ouais. et sais-tu quoi? Si on regarde nos montres, là, on est rendu le 8 avril. Là.
elle commence à être le temps, là. Parce qu'en janvier, la Cour internationale de justice a dit que c'est un génocide qui est en train de se produire à Gaza. Un génocide. Et si je sais compter, ça fait 3 mois qu'on ne fait à peu près rien. C'est la première gifle, parce qu'on peut appeler ça une gifle, parce que pour Netanyahou, de se faire dire par le Canada que tu es problématique, c'est une claque en pleine face, soyons honnêtes. Mais c'est la première, là, depuis 3 mois, là, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et pourquoi le Canada agit ainsi? Parce que Biden, si tu as vu, là, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 10 jours, a dit à peu près la même affaire. En d'autres termes, là, le gouvernement d'Israël, écoute-moi bien, le soutien, pardon, des États-Unis n'est pas éternel, là. Il va falloir calmer vos ardeurs. Donc, évidemment que le Canada est un peu le chien de pas, enfin, un peu, et très clairement le chien de poche américain là-dedans. Moi, ça m'embête un peu. Moi, j'aimais beaucoup quand le Canada, dans le temps de Trudeau père, avait une indépendance par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à Cuba et Mm. par rapport à l'Union soviétique et autres. Mais bon, puis pour le reste, moi, ça revient à ce qu'on a dit souvent ensemble, Pascal. On peut critiquer le gouvernement d'Israël sans être antisémite, évidemment, puis sans critiquer le peuple juif d'une seule seconde. Et la meilleure preuve de ce que je te dis là, c'est que dans les rues de Tel Aviv, qui est pour moi une des plus belles villes que j'ai vues à travers le monde par ailleurs, Tel Aviv est une des villes les plus progressistes. Il y a des manifs de dizaines de milliers, de centaines de milliers de juifs contre le gouvernement Netanyahou pour forcer un cessez-le-feu. Parce qu'on peut chialer sur le gouvernement d'Israël tant qu'on veut, puis on a raison de le faire dans ce cas-ci, mais Israël est encore une démocratie. Et dans ce cas-ci, on en appelle à des élections anticipées. Netanyahou n'en tiendra pas parce qu'il sait qu'il y a des risques de se faire botter le derrière. Puis sans toi puis moi, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que tu as une population qui dit là, ce qu'on est en train de faire, là, ce sont des Mm. atrocités, c'est un génocide, il faut que ça arrête. Ouais, puis dès le début, dès la première attaque, en fait, là, il y a des Israéliens qui s'étaient révoltés de l'attaque en question. Des Palestiniens, la même chose. Il y a des gens qui, même s'ils sont divisés par le territoire, par tout ce qu'on connaît en termes de religion, par le fait que, ben, je veux pas, il y a un côté très émotif à tout ça, là, quand on s'attaque entre nous. Ben, tu peux être en désaccord avec les choix gouvernementaux qui sont pris ou les choix offensifs qui sont pris, mais ça reste que si tu vois ta famille décimée, des amis mourir ou autre, il y a le petit caractère émotif de dire, ben voyons donc ces écœurants-là. Mais ça n'a pas pris le dessus sur beaucoup de ces citoyens-là, autant en Palestine que du côté d'Israël. C'est ce qui est fascinant dans le conflit. Mais voilà que le Canada, en fait, s'est positionné de façon un petit peu plus claire, effectivement. Euh, Bien qu'on comprenne qu'il y a une différence entre le Hamas, qui est une organisation terroriste, et des représailles finalement pour avoir un certain contrôle. Mais peut-être que du côté de Netanyahou, là, ça devient problématique parce que ça devient trop agressif. Puis aussi, il y a des sanctions importantes. Puis des gens, ben, travailleurs humanitaires qui en meurent en fait sur le terrain. Là. C'est que ça va très, très loin, hein, Frédéric? Non, mais ça n'a plus de bon sens, là. Mhm. Écoute, ils rasent des hôpitaux puis ils s'excusent pratiquement pas. Puis qu'on se comprenne bien, là, le 7 octobre, c'est épouvantable, là, ce qui s'est produit, là. Puis des prises d'otages, c'est inadmissible. Mais reste que quand tu répliques, il faut toujours que tu répliques avec une certaine proportionnalité. Mhm. Et le Hamas, on ne peut pas... Puis tant mieux que si le Hamas, pardon, a été éradiqué éventuellement, mais les Palestiniens pourront jamais, comment je te dirais, pourront jamais lutter à force égale contre un gouvernement comme celui-là, puis une force de frappe militaire comme celle-là. Écoute, ils ont des drones, ils ont tout. Et là, la question, c'est même pas de savoir de quel bord on est. Moi, je suis du bord, Oui. je suis d'aucun bord. Zéro. Zéro puis une barre. Puis on va pas me forcer à choisir entre un et l'autre. On va pas me forcer à choisir entre le Hamas et Netanyahou. Moi, je choisis le cessez-le-feu, Mm. puis je choisis les vies humaines. Puis là, Mhm. actuellement, ce qui arrive, c'est que les Palestiniens se font massacrer. On leur refuse parce qu'on est en train de les affamer. Là. D'ailleurs, là, ce brave homme là, qui a été assassiné là-bas, parce que rendu là, c'est un assassinat, ben, lui, ce qu'il faisait, c'est essayer de nourrir, faire passer de la bouffe du côté de Gaza. La réalité, c'est parce que ce qu'Israël est en train de faire, justement, c'est justement des affamés. Donc, tout ça pour dire quoi? Ce sont des crimes contre l'humanité. C'est connu, c'est su. Il y a une décision, deux décisions même en fait de la Cour internationale. C'est-à-dire, si le droit international sert à quelque chose, il faut que ce soit au moins à ça, c'est-à-dire évaluer de la preuve puis dire un état de fait. Alors là, les États-Unis commencent à se refroidir un peu, le Canada suit au même niveau, mais je pense que franchement, il va falloir passer à l'autre étape, qui est celle de forcer le cessez-le-feu puis dire à Netanyahou, là, si tu continues, là, on te lâche.
Puis entre toi et moi puis la boîte à bois, si les États-Unis lâchent Netanyahou, ben ça va devenir pas mal compliqué pour lui. En d'autres termes, ça va prendre l'autre étape sous peu idéalement. Ah, puis ça se jase très, très, très fortement là, entre pays, bon, à l'international, même l'Italie. Là. Même chose du côté du ministre des Affaires étrangères en Italie. On a demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Là. On a été assez strict en ce qui concerne aussi le cessez-le-feu. Tout le monde est en train de se parler. On se dit là, ça commence à déraper, mais ça fait longtemps que ça dérape. Puis effectivement, on n'a peut-être pas assez parlé quand c'était le temps. En même temps, bon, il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça. C'est pas toujours facile. C'est extrêmement crève-cœur quand on sait qu'il y a des pertes humaines. Puis il y a de la grande détresse reliée à tout ça, mais effectivement, que des fois, les relations internationales sont encore plus, demandantes sur plusieurs aspects. Rapidement, parce que je vois le temps qui passe, Frédéric, mais je veux quand même qu'on glisse un mot sur les États-Unis et Donald Trump qui dit vouloir laisser les États américains légiférer sur l'avortement s'il revient au pouvoir. Ben, on sait que c'est Trump qui a amené le renversement de Roe contre Wade, hein, la décision très, très fameuse de la Cour suprême qui permettait le droit à l'avortement. S'est assuré de nommer 3 juges qui ont fini par venir à renverser cette décision-là. On voit l'espèce de catastrophe. Hein. Il y a pratiquement une vingtaine d'États qui interdisent maintenant l'avortement à divers degrés, 14 totalement, d'autres à divers degrés. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Trump a commencé à faire des calculs et il voit que dans certains États, s'il va trop fort contre l'avortement, il perdra. Alors donc, c'est ça l'espèce de sortie qu'il vient tout juste de faire ce matin en disant oui, 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 il fallait renverser Roe contre Wade, oui, 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 les États ont à décider, mais contrairement à ce que certains pensaient et souhaitaient, notamment la droite religieuse, il n'est pas allé jusqu'à dire si je suis élu, je vais interdire l'avortement à grandeur du pays parce qu'il sait que ça lui coûterait trop cher politiquement parlant. Alors ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Hein, Pascal, il y a souvent de très, très, très mauvaises nouvelles, mais celle-ci, c'en est une bonne, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui se réveillent puis qui disent ah ben les droits fondamentaux sont en train de sacrer le camp. On aimerait ça peut-être en faire un enjeu électoral. Alors pour moi, c'est un petit baume sur mon petit cœur. Bon, c'est très bien dit. Puis, au moins, ça nous tourne vers, encore une fois, l'actualité politique du côté des États-Unis pour plusieurs raisons. Puis, ça nous permet d'être au courant de ce qui est discuté, ce qui est très important à ne pas oublier. Malgré l'éclipse solaire aujourd'hui, Frédéric Bérard a un bonheur de t'avoir eu encore en ce lundi en chronique dans l'RCV. Je te souhaite une excellente journée. C'est tout ce que tu mérites. Ah ben t'es bien gentil. Écoute, je prends ça dans mon petit cœur, ça aussi. Ça fait 2 bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu l'enverras aussi à Mathieu Bock-Côté, là. Je sais que vous êtes Là, en aux plus, deux extrêmes, là, mais... fais tes messages par toi-même. Salut, Frédéric. Salut! On va faire une courte pause dans l'heure CV. Vous êtes bien à Boulevard 102.1. Je vous l'ai dit, je vais vous gâter d'une manière ou d'une autre avec des billets pour un spectacle que